Bonjour et bienvenue à la grande édition. Nous commençons par la Commission nationale électorale qui a débuté vendredi avec la réception de dépôt de candidature en vue de présidentielles et des législatives de juillet prochain. Donc le président de la République, Paul Kagame, comme candidat du FPR Motani, a été le premier à déposer sa candidature. Le président Kagame a été accompagné de la première dame Jeannette Kagame et du secrétaire général du Front patriotique rwandais, Motani Wallace Gassamagiela. Le secrétaire général du FPR Motani a indiqué que telle est la première étape et qu'il va suivre dès le mois prochain la campagne électorale. Il invite les membres du FPR Motani d'être prêts pour donc appuyer leurs candidats sur cette démarche qu'ils ont commencée. Et voilà, nous venons de déposer les documents de notre candidat pour que nous continuions sur le chemin, justement, sur la démarche qui va nous amener aux élections. Alors, ce qui va suivre maintenant, c'est la campagne électorale proprement dite qui commencera le mois prochain. Nous avons déjà parlé à nos membres, nous avons déjà parlé à la population qui nous a fait confiance et qui est derrière nous. Et nous avançons sur un chemin qui est tout tracé. Nous allons donc continuer à leur demander de soutenir notre candidat et le soutenir dans des actions concrètes. Nous allons nous attaquer aux problèmes qui sont toujours au sein de notre population, le bien-être social, comme on vous le dit, le développement, etc. Et donc nous demandons à nos membres simplement de se tenir toujours prêts à appuyer notre candidat sur cette démarche que nous avons commencée. Ce n'est donc pas rien de spécial. Ils savent déjà ce qu'ils ont à faire. Nous sommes maintenant sur une campagne de mobilisation nationale. Nous nous approchons même des instances de la population les plus défavorisées parce que tout le monde doit se sentir concerné dans cette démarche. Et nous continuons avec eux en leur demandant justement de demander aussi à la population et au reste de la population qui ne sont pas nos membres de nous soutenir, d'être avec nous. C'est donc une démarche tout à fait normale qui continue. Il n'y a rien de spécial pour le moment. Si aujourd'hui les documents nécessaires ont été reçus, nous n'avons aucun doute qu'ils vont évidemment être validés. Parce que si la commission nous confirme qu'ils ont reçu les documents, je ne crois pas qu'il y aura un défaut quelconque au cours de l'exercice de l'analyse du dossier. Et là, nous faisons confiance, bien entendu, aux organes habilités pour cette approbation. Il faut dire une chose, d'abord, je ne doutais pas qu'il allait être accepté parce que nous avions rempli tout ce qu'on nous a demandé, et toutes les exigences. Mais le fait d'avoir été notre candidat ait eu son dossier accepté par la commission, pour nous, ça confirme simplement que c'est le début. C'est le début, non d'une aventure, mais d'une démarche sûre que nous allons traverser jusqu'au moment des élections. Nous allons encore une fois demander à la population rwandaise de nous renouveler leur confiance. Continuons l'actualité avec les opérateurs privés sur le continent africain qui estiment qu'il est plus que nécessaire de conjuguer leurs efforts afin de permettre au continent d'accélérer le développement de l'Afrique. C'est ce qui est ressorti des échanges effectués dans le cadre des travaux de l'édition 2024 de l'Africa CEO Forum qui a clos ses travaux à Kigali. Ils ont par ailleurs déploré certaines défaillances qui handicapent encore aujourd'hui l'intégration africaine. Xavier Kofi de la Côte d'Ivoire a cité en exemple le transport aérien qui reste problématique sur le continent africain. Aujourd'hui, nous fournissons un service d'aviation privée. Donc nous transportons des clients d'un point A à un point B dans ce qu'on appelle plus communément des jets privés. Donc c'est de l'aviation business, de l'aviation d'affaires. Voilà le service qu'aujourd'hui on fait. Mais on fait aussi tout ce qui est évacuation médicale. Donc on fait aussi l'évacuation médicale dans la sous-région, du rapatriement médical aussi vers la Côte d'Ivoire, vers l'Afrique, et l'évacuation Turquie, Afrique, Europe et autres. Aujourd'hui, effectivement, opérer sur un continent comme le continent africain, ça a beaucoup d'avantages, mais forcément, il y a des challenges qui vont avec. Donc, nous avons réussi, après 10 ans, à créer un écosystème qui aujourd'hui nous permet d'avoir une liberté d'opération sur notre continent, de par l'expérience qu'on a
mais aussi de la manière dont on s'est organisé, de manière juridico-légale, pour pouvoir voler en Afrique, mais aussi depuis l'Afrique vers le reste du monde. L'Africa CEO Forum, c'est une très belle vitrine pour une compagnie africaine. C'est le nom, c'est éponyme, Africa CEO Forum. Nous sommes Ivory Jet Services, donc Ivory Jet Services, Ivory, Côte d'Ivoire. Nous avons une base opérationnelle en Côte d'Ivoire. Nous avons la base historique et siège à Djibouti. Nous avons des bureaux ici en Italie. Nous sommes en train d'ouvrir des bureaux à Dubaï. Donc au-delà de cela, nous avons en tant que compagnie africaine une présence d'est en ouest qui fait que nous-mêmes, on est une compagnie panafricaine. Donc forcément, en termes de vitrine, l'Africa CEO Forum est faite pour les compagnies comme nous et pour tous les conglomérats que l'on peut rencontrer ici, qui aussi font partie de notre continent, qui sont nos clients, nos futurs clients, nos clients déjà chez nous. Donc voilà en quoi l'Africa CEO Forum aujourd'hui représente pour nous une très belle vitrine. Le Premier ministre rwandais, le Dr Edouard Ngirente, a fait remarquer que les pays africains doivent faire de bons choix pour permettre au continent de trouver sa place dans l'économie mondiale. Notre leadership depuis le début était convaincu que le moteur de notre développement va être le secteur privé. Et donc on était convaincus et finalement la question c'était de comment y arriver, comment faire à ce que ce secteur privé devienne le moteur de notre économie. Et donc avec ça ce qu'on a fait c'était une question de créer la confiance entre nous, le secteur public et le secteur privé. Et ce climat de confiance a été créé par le dialogue. Donc, on a eu toujours un dialogue régulier avec notre secteur privé. Mais quand je parle de notre, ce n'est pas le secteur privé rwandais, mais c'est plutôt même les entreprises internationales qui venaient au Rwanda. Et le dialogue par rapport à notre secteur privé rwandais, c'est vraiment régulier. On est toujours en contact, on discute des questions de développement et de comment on veut organiser notre économie. Mais pour les investisseurs étrangers, nous avons créé ce qu'on appelle le Rwanda Development Board, RDB. C'est une agence qui est en charge de parler aux investisseurs potentiels pour le Rwanda, de les intéresser, de leur expliquer comment ça se passe au Rwanda. Et donc, c'est une fenêtre par laquelle, en fait, les investisseurs passent pour accéder à toutes les informations concernant l'économie rwandaise. Et donc, ce dialogue est permanent. Mais quand je parle aussi de la confiance, dépend aussi d'autres facteurs, y compris, par exemple, la stabilité macroéconomique. La stabilité macroéconomique est très importante pour les investisseurs ou tout acteur économique. Il y a aussi la lutte contre la corruption. On n'a pas envie d'investir dans un pays où la corruption est visible, on va dire. Et donc, ça, c'est aussi notre indicateur qui permet à ce que les investisseurs aient confiance dans un système public, mais aussi l'efficacité du secteur public en général, que ce soit dans le cadre légal ou le cadre, par exemple, des marchés publics. Et donc, avec ça, on a fait des réformes, parce que vous avez parlé des réformes, je vais mentionner quelques-unes. On a fait des réformes d'abord du point de vue juridique. On a revu beaucoup de textes légaux, y compris même le code des investissements. Et on voulait que ce code soit vraiment favorable aux investisseurs rwandais et étrangers. Mais tout ceci a été fait en collaboration avec ces investisseurs qui nous donnaient des idées en nous disant « Nous voulons que ça se passe comme ça si vous voulez que nous puissions investir au Rwanda avec succès ». Le Rwanda était toujours défenseur de l'intégration économique, que ce soit l'intégration économique au niveau sous-régional comme la zone de l'Afrique de l'Est, mais aussi l'intégration continentale. Et le Rwanda était aussi parmi les premiers signataires de l'accord de cette zone de libre-échange. Et donc, pour montrer que le Rwanda a toujours été positif par rapport à l'importance et aux avantages de cette zone de libre-échange, mais aussi nous avons, comme gouvernement, fait des efforts pour montrer que nous sommes très ouverts. Je pense que tout le monde qui est venu ici, vous avez vu comment le problème de visa est réglé quand vous venez au Rwanda. C'est parce que nous pensons, en tant que gouvernement, que le mouvement des personnes, le libre mouvement des personnes est très important pour les affaires. Donc c'est comme ça que le gouvernement du Rwanda a décidé de faciliter tout ce qui est visa à l'entrée du Rwanda.
En marge de la réunion des chefs d'entreprise et décideurs politiques du continent africain, édition 2024, connue donc comme Africa CEO Forum, un panel sur les infrastructures africaines a été organisé par FDN Partners, un cabinet de conseil stratégique opérant en Afrique. L'objectif de ce panel était de porter une réflexion sur le rôle des infrastructures dans un contexte de développement durable et de croissance inclusive en Afrique. Suivons les détails. En marge de ce forum, un panel sur les infrastructures africaines a été organisé par FDN Partners dans l'optique de l'intégration africaine. Kompasso, la représentante des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au Rwanda, a expliqué ce que représente l'intégration régionale dans l'aspect de sécurité alimentaire. Et c'était vraiment une très très belle opportunité pour pouvoir discuter de l'intégration régionale, de parler de la zone ZLECAf qui s'ouvre maintenant et qui offre une opportunité à tous ceux qui sont dans l'agriculture d'augmenter leur productivité, d'abord parce qu'ils ont des possibilités d'échange, ils ont des possibilités de réduction de coûts, ils ont des possibilités de meilleur transport et meilleure logistique, mais également cela permettra de réduire le niveau d'insécurité alimentaire dans la sous-région. C'est comme ça que nous voyons cette intégration régionale et la mise en place d'infrastructures dont les panélistes ont parlé aujourd'hui. Et ce que nous voyons aussi qui est très important, c'est que l'agriculture, les produits alimentaires, les systèmes alimentaires doivent être au cœur de l'intégration régionale. Comme je le disais tantôt, le premier good, le premier produit qui a été échangé dans le cadre de la ZLECAf, c'est le café qui est parti du Rwanda et qui est arrivé au Ghana. Donc cela prouve en fait la place que l'agriculture, que les produits alimentaires doivent avoir dans l'intégration régionale. Par intégration régionale, tous les aspects sont inclus et le panel sur les infrastructures africaines a été apprécié dans le sens où les discussions ont permis à ce que les opérateurs de différents secteurs comme celui de l'énergie, du transport, des finances puissent se réunir avec à cœur comment relever les défis auxquels le continent est confronté. Alors, ce panel sur les infrastructures en Afrique était extrêmement intéressant. Alors, pour deux raisons pour moi. La qualité du panel, la diversité des perspectives qu'on a eues, policy makers, private sector, NGOs. Donc ça, c'est vraiment enrichissant parce qu'on voit des perspectives qui étaient convergentes et très différentes. Et puis sur le fond, le sujet il est extrêmement important pour tout le monde, pour l'Afrique bien entendu. Il y a des enjeux de développement qui sont certains et puis on va dire à combiner avec des challenges à adresser sur le développement durable. Et pour moi, le panel aujourd'hui, il a montré qu'il y avait toujours une voie possible, autant en termes d'accès au financement qu'en termes de type de projet à développer. Donc voilà, pour moi, c'était des raisons pour lesquelles c'était très intéressant. La directrice de FDN Partners, Fabienne Diouf, indique que le chemin du Rwanda dans la résilience, l'innovation et le progrès inspire la réflexion des participants à ce panel sur le rôle central des infrastructures en améliorant la coopération régionale, la connectivité et la prospérité pour n'en citer que peu, pour le développement durable et la croissance inclusive. L'intégration régionale est une thématique qui tient à cœur tout le monde, sans aucune exception en termes de secteur. Dr Diane Kalussis, directrice générale de la Banque de Kigali, a exprimé que les Rwandais se réjouissent du gouvernement qui a compris le rôle d'établir une politique qui favorise les infrastructures, le financement et le développement. Elle a ajouté, je cite, « Le Africa CEO Forum est une opportunité pour la population rwandaise de présenter ce que le pays a à offrir, l'hospitalité, le Made in Rwanda, etc. Ce sont des décideurs africains qui se réunissent à Kigali et nous espérons concrétiser les relations d'affaires qui vont créer des opportunités pour les Rwandais. » Fin de citation. Plus de 2500 chefs d'entreprise et décideurs politiques se réunissent pendant 2 jours à Kigali. Le panel sur les infrastructures africaines a particulièrement couvert des aspects comme le développement intégré des infrastructures, les défis et opportunités en matière d'investissement stratégique, ainsi que le rôle des gouvernements dans le soutien au changement relatif. Le Premier ministre, le Dr Edouard Ngilene, s'est entretenu avec son homologue de la Guinée-Conakry, Amadou Riba, lesquels entretiens donc se sont focalisés sur le renforcement de la coopération existant entre les deux pays. Suivant les détails avec Kassim Youssouf. Les discussions entre les deux chefs de la primature au Rwanda et en Guinée-Conakry ont porté sur la coopération dans différents domaines tels que l'agriculture et l'élevage, l'éducation et d'autres s'inscrivant dans les priorités de deux pays. Le Premier ministre de la Guinée-Conakry, Amadou Riba, indique que c'est pour affermir le développement de la population dans les deux pays.
Nous avons évoqué le niveau de coopération entre la Guinée et le Rwanda et nous avons évoqué des pistes d'exploration pour aller encore beaucoup plus profondément dans l'intensification de ces relations, comme l'ont indiqué les présidents Kagame et le général Mamadi Doumbouya. Donc nous sommes dans une phase, disons, d'approfondissement de cette coopération entre le Rwanda et la Guinée et nous sommes en train, disons, d'être opérationnels, si je peux me permettre d'utiliser le terme. Et par la même occasion, c'est pour moi le plaisir de visiter un pays pour lequel j'ai une profonde admiration et je salue la capacité de résilience et le sursaut extraordinaire que le peuple rwandais a eu pour qu'en l'espace de 3 décennies, d'une situation totalement sinistrée, d'en faire un pays de référence dans le développement économique et dans sa stabilité. C'est une leçon de courage que nous apprenons du côté du peuple rwandais et nous essayons, dans la mesure du possible, d'explorer des pistes qui nous permettront, nous aussi, d'actualiser cette capacité de résilience et cette capacité de se relever lorsque la situation est particulièrement difficile. Il est prévu que le Rwanda et la Guinée-Conakry vont signer des accords de coopération dans le domaine de l'agriculture et l'élevage. Le 13 de ce mois, le président de la République, Paul Kagame, a effectué une visite de travail en Guinée-Conakry et son homologue Mamadi Doumbouya a visité le Rwanda en janvier 2024. Nous sommes dans la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 et depuis le mois d'avril, il y a une série de rencontres littéraires qui sont organisées dans le même cadre. Maintenant au studio, je suis avec Stéphanie Gassana, la fille de l'auteur Oscar Gassana qui a écrit le livre « Les collines se souviennent ». Bonjour. Bonjour Amandine. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci de m'avoir invitée, c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. On va parler du livre de ton père qui a rendu son âme l'année dernière. Les collines se souviennent. Pour commencer notre entretien, les collines se souviennent, pourquoi ce titre et que signifie ce titre? Merci. Alors ce titre, Les collines se souviennent, c'est pour évoquer que si les collines pouvaient parler, en fait, elles auraient beaucoup d'histoires à raconter. Des histoires pénibles, des histoires de héros de la résistance de Bisesero comme Birara. Et si on parle des premières violences ethniques qui ont commencé en 1959, ensuite en 1973 et ensuite en 1994 lors du génocide perpétré contre les Tutsis, les collines ont vu tout ça. Notamment, par exemple, le 13 mai 1994, plus de 30 000 Basesero ont été massacrés. Donc, c'est vraiment des choses horribles qui se sont passées dans ces collines. Et je pense que nous sommes quelque part redevables à ces collines. Parce que ces collines, je pense, ont des traces qui sont qu'on ne peut pas oublier et qu'on ne veut pas oublier. Donc je dirais que avec cet ouvrage, mon père a vraiment essayé de nous rappeler le devoir que nous avons de transmission, de justice. Oui, donc c'est ça. Oui, au moment de la rencontre littéraire, je me rappelle, vous avez mentionné que c'était tout d'abord pour faire la paix avec son pays aussi comme une survie. Mais maintenant, je vais revenir sur le livre, un aperçu de ce livre. Un aperçu de ce livre, je dirais que j'aimerais préciser que mon père a écrit ce livre dans le cadre de sa thèse pour son doctorat. Donc c'est un livre qui mêle témoignages et théorie. Donc à travers les témoignages, il a essayé de vraiment parler aux survivants de Bisesero, essayer de comprendre quelles sont les stratégies qu'ils ont utilisées pour résister. Comment ça se fait qu'ils ont résisté. Essayer de comprendre vraiment, puisqu'il était en exil, il n'était pas là. Je pense qu'il avait aussi un sentiment de culpabilité de ne pas avoir été là. Il voulait vraiment leur rendre hommage, comprendre ce qu'ils ont vécu. Et quand je parle de théorie aussi, il a mentionné d'ailleurs que cette résistance avait un caractère communautaire. Si vous me permettez, je vais lire un petit passage de ce livre. Donc,
Il dit « La plupart des résistants de Bisesero se connaissaient bien. Ils agissent de concert avec un commandement et une coordination unique. Ils faisaient face à une menace commune qu'ils ne pouvaient pas éviter. L'objectif commun était de repousser l'ennemi, protéger leur vie et celle de leur famille, et assurer l'intégrité de leur communauté. Les résistants de Bisesero n'ont pas utilisé la clandestinité comme stratégie de résistance. Une communauté homogène au plan social et géographique s'est soulevée contre les forces génocidaires pour dire « Vous n'allez pas nous abattre comme des moutons ». Donc vous voyez bien que c'est un ouvrage qui est venu vraiment répondre à beaucoup de questions et aussi rendre hommage à des gens qui ont eu ce courage de ne pas se laisser faire. Oui, donc ici il est question de devoir de mémoire. 30 ans après le génocide contre les Tutsis, parler encore de la résistance des Tutsis de Bisesero, ça vous inspire quoi personnellement, vous, aujourd'hui? Écoutez, ça m'inspire énormément tous les jours parce que ça m'a appris beaucoup de choses parce que j'étais aussi en exil. Et à travers ce livre, j'ai eu beaucoup de réponses à mes questions. Je dirais que ça m'inspire tous les jours à aller de l'avant, à ne pas abandonner face aux défis. Ce livre vraiment nous rappelle de belles valeurs de résilience, de bravoure, de leadership, de courage. Mon père avait 5 enfants, j'ai 3 grandes sœurs et un petit frère au Canada, 8 petits-enfants. Donc quelque part c'était aussi pour nous, pour Bisesero, donc son village natal, et pour le Rwanda. Mettre la lumière sur une histoire qui est si peu évoquée, celle de cette résistance-là. Voilà, en fait, les Tutsis de Bisesero ont été donc abandonnés par les forces françaises qui étaient sur place, mais aujourd'hui on trouve quand même à Paris une rue appelée Ouidara, donc place Ouidara, pour symboliser l'héroïsme des Tutsis de Bisesero. Pensez-vous que ça donne un message au monde ? Oui, je pense que ça donne un message, c'est un geste fort, c'est un message très fort de savoir que la mairie de Paris a vraiment consacré un endroit pour rendre hommage aux victimes du génocide contre les Tutsis, au Bisesero. Je pense peut-être que certains diraient que c'est trop peu, mais je pense que ça donne quand même un message très fort et j'aimerais aussi voir peut-être dans d'autres endroits dans le monde et même au Rwanda, des lieux consacrés à nos héros. Et voilà, alors ce livre qui est vraiment très riche, Les collines se souviennent doit donner donc quel genre de message, en particulier aux jeunes qui constituent la majorité de la population rwandaise? Tu as raison, c'est vrai que la majorité de la population rwandaise est née après le génocide, donc ils n'étaient pas là, ils ont sûrement beaucoup de questions. Je dirais que le message principal, c'est d'inviter ces jeunes-là à chercher, à poser des questions à leur communauté, à leurs parents, à aussi faire preuve de discernement, à développer un esprit critique, ne pas accepter tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, vraiment aller chercher l'information eux-mêmes. Et ce livre aussi, c'est vraiment de nous donner les mêmes valeurs dont je parlais. La résilience, la bravoure, pour continuer à aller de l'avant et continuer à bâtir notre pays tous ensemble. Et je pense que c'est ça que les gens de Bisesero nous inspirent. Merci beaucoup Stéphanie. Pendant la rencontre, tu as beaucoup apprécié les gens qui étaient là. Est-ce que maintenant tu as un message ? Oui, absolument. C'est de, encore une fois, se rappeler que rien ne vaut la dignité humaine. Je pense que les gens de Bisesero, on n'en parle pas assez. Je vous incite vraiment à lire ce livre, pas seulement parce que mon père l'a écrit, mais parce que c'est vraiment un livre qui va en profondeur. Il a fait des analyses, il a parlé à des survivants et il a comparé à d'autres génocides aussi qui se sont passés dans le monde. Donc vous pouvez trouver ce livre à la librairie Ikirezi, aussi sur izuba.org. On peut le livrer partout au Rwanda. Merci beaucoup. Oui. Alors je te remercie. Merci à toi, Mandy. On continue avec l'actualité pour parler donc d'une délégation des artistes de la musique religieuse du groupe All Gospel Today qui ont visité ce samedi le mémorial du génocide Kigali ici à Gisozi. Ils indiquent que donc, les chrétiens doivent se mobiliser énergétiquement pour prêcher l'amour entre les peuples afin d'éviter que les atrocités comme le génocide commis contre les Tutsis en 1994 au Rwanda puissent se reproduire. C'était à propos de la transformation de la religion.
au départ, c'était le rôle de la religion au Rwanda pendant le génocide contre les Tutsis. Et aujourd'hui, on était ensemble avec les pasteurs et tous les dirigeants des églises pour voir ensemble qui est-ce qu'on doit transformer, comment on va transformer. Nous sommes venus ici pour visiter le mémorial, ce mémorial du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Ça nous a beaucoup touchés encore, malgré que ça fait beaucoup d'années que le génocide a eu lieu. Mais c'est toujours quelque chose qui nous touche beaucoup et qui nous attriste un peu. On est toujours choqués de voir comment un être humain a pu faire ce genre d'atrocité envers son prochain, alors qu'ils sont les mêmes, alors que nous sommes les mêmes, nous sommes tous humains. Donc cette crise qui a manqué, cette haine qui a rempli les cœurs des soi-disant voisins, des soi-disant amis, des soi-disant aussi chrétiens, des soi-disant aussi hommes de Dieu. Toutes ces choses nous ont encore attristés, on a encore été choqués comme d'habitude. Ça fait toujours mal de voir qu'il y a des gens qui ont souffert, surtout les petits, des innocents, des bébés, des petits-enfants, et même des femmes qui ont été abusées sexuellement par plusieurs personnes. Tout ça, ça nous a vraiment attristés. Et chaque fois que l'on vient ici visiter le mémorial, ça nous montre encore combien la haine est une mauvaise chose. Et c'est spécialement en tant que chrétien, on se dit qu'on a vraiment un rôle à jouer, parce que c'est nous que les gens regardent. Mais c'est triste de voir que pendant le génocide, les gens qui étaient supposés être des gens de Dieu, c'est eux qui ont... Il y en a même qui ont participé au génocide. Ça fait vraiment mal. Mais aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, on se dit qu'on doit changer les choses, que c'est nous qui devrions d'abord apporter l'amour, un message d'amour, un message de paix, un message de réconciliation, un message... Voilà quoi. En peu de mots, c'est l'amour. Nous devons nous aimer. Comme la Bible nous dit, aimez-vous les uns les autres. Si Dieu nous a aimés alors que nous étions pécheurs, pourquoi devons-nous aimer, pourquoi devons-nous détester ou haïr notre prochain? Donc c'est d'abord un message d'amour que nous voulons apporter, mais aussi donner notre soutien. Notre soutien, à part peut-être rendre visite à toutes ces personnes qui ont été affectées par le génocide, à part leur rendre visite et tout. Mais lorsque nous venons ici, c'est aussi un signe pour montrer que nous sommes ensemble et que nous compatissons. Comme membre de All Gospel, je me suis dit qu'on pouvait se mettre ensemble tous et venir ici et repenser notre rôle dans la reconstruction du pays, dans la réconciliation des peuples, dans la réconciliation des Rwandais, dans la réconciliation des chrétiens même, et repenser même le rôle qu'a joué l'Église pendant les durs moments du génocide perpétré contre les Tutsis ici au Rwanda, et penser au futur pour que jamais cela ne se reproduise pendant que nous sommes là. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui avec toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition. Je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. C'était avec Amandine Tikouma Savo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.